Bonsoir à tous. Les pénuries de médicaments, vous connaissez. Vous aussi, vous avez dû faire 4 ou 5 pharmacies pour trouver des antibiotiques pour vous ou pour votre enfant. Eh bien, ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec le directeur général de la santé ici, au ministère. Et on a beaucoup de questions à lui poser. Suivez-moi. Imaginez un monde où, même dans les plus beaux moments de votre vie, même lorsque vous êtes heureux, Charlotte, est-ce que tu veux m'épouser? il manquerait l'essentiel. Un manque qui peut être vraiment L'entrecôte de monsieur. Merci. Auriez-vous un couteau, s'il vous plaît? Ah bon non, monsieur, nous n'avons plus de couteau. embêtant. Bonjour, vous les auriez en 38? Alors, désolé, on ne les a plus qu'en 46. Un manque qui rend notre vie Je vous en prie, madame. moins confortable. Alors, bien sûr, on peut se rendre à un rendez-vous avec des chaussures beaucoup trop grandes. On peut déguster une entrecôte sans couteau. Ou se marier sans bague. Oui, mon amour. Mais il y a des manques qui sont bien plus graves quand ils touchent à notre santé. Dans chaque pharmacie de France, aujourd'hui, il manque des médicaments essentiels. L'hiver dernier, les autorités sanitaires comptabilisaient près de 5000 références en pénurie ou en tension. 5 fois plus qu'en 2018. Parmi les médicaments manquants, l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit en France. Elle soigne les angines et otites bactériennes, les sinusites, les abcès dentaires, alerte au manque d'amoxicilline en pharmacie. Nous manquons d'amoxicilline depuis 3 hivers déjà. Je suis désolé, l'amoxicilline c'est en rupture depuis plusieurs mois maintenant. L'amoxicilline soigne les adultes, mais aussi les enfants. Les pédiatres et les infectiologues s'alarment du manque d'amoxicilline. Il n'y en a pas. Très compliqué d'en avoir. Merci beaucoup. On en consomme environ 50 millions de boîtes chaque année. 13 laboratoires le commercialisent en France. Sa pénurie risque de déboucher sur une crise majeure de santé publique. Une crise majeure de santé publique, c'est pas rien. Où sont donc passées les boîtes de l'antibiotique dont nous avons tant besoin? Nous avons porté notre croix à la recherche de cette molécule essentielle. Des laboratoires qui les fabriquent, aux pharmacies qui les commercialisent, en passant par l'État, censé contrôler toute la chaîne d'approvisionnement. Qui est responsable de ce manque de médicaments? Nous allons tout d'abord quantifier cette pénurie d'amoxicilline, en sortant les grands moyens. Nous récupérons les adresses mail de 14 156 pharmacies françaises, plus de 2/3 des officines. En décembre 2023, nous leur envoyons un questionnaire intitulé « La réalité des pénuries de médicaments en France ». En moins de 2 semaines, près de 1200 pharmaciens nous répondent. Le résultat est sans appel. Fin décembre 2023, 47% d'entre eux disent ne plus avoir aucune dose d'amoxicilline pour enfants. Du sud au nord, d'est en ouest,
tout le territoire est touché par la pénurie. 78% des pharmaciens indiquent même n'avoir aucune visibilité sur les livraisons à venir. La situation est absolument catastrophique. C'est très angoissant de faire une garde sans amoxicilline pour enfants. Les politiques et l'administration de la santé ne prennent pas en compte l'ampleur du désastre qui s'annonce. Des pénuries de médicaments, ça se traduit comment dans le quotidien des patients? En mars 2024, au moment de notre tournage, nous sommes toujours en pénurie d'amoxicilline. Près de Nice, un cabinet de pédiatrie nous a ouvert ses portes. La docteure Anna Boctor Bonjour, c'est Allo, vous l'avez quoi? voit une trentaine d'enfants malades chaque jour. Charlize a 4 mois et souffre d'une otite qui n'a fait qu'empirer. Salut mon petit chat. Allez, écoute, on regarde ton oreille, viens mon doudou. C'est bravo. Effectivement, elle est toujours bien présente. Hein. Il y a une belle otite purulente, effectivement, il n'y a pas de doute. Ouais. 5 jours plus tôt, alors que Charlize est en vacances près de Lille avec ses 2 mamans, un premier médecin lui prescrit de l'amoxicilline. Mais impossible d'en trouver, ni dans le Nord, ni pendant le trajet du retour vers Nice. Quand on est sorti du médecin traitant, on est allé directement à la pharmacie. Et ils nous ont dit, on n'en a pas, c'est pénurie. Donc du coup, j'ai fait au moins 9 pharmacies. 9 pharmacies, c'est énorme. Ah oui, oui, oui. On a fait presque tout le Pas-de-Calais. On a fait jusqu'à 53 bandes pour une pharmacie et absolument rien du tout. Ah ouais, non, on n'a pas trouvé du tout. On a fait toutes les pharmacies aussi du côté de Lyon, parce que du coup, chaque fois qu'on faisait des arrêts, on sortait, on allait essayer d'aller chercher une pharmacie. Même à Lyon, on a fait 2 pharmacies du coup quand on s'est arrêté et rien du tout. Ouais, non, pas d'amoxicilline, rien. C'est dingue de ne pas trouver d'antibiotiques pour des bébés. C'est compliqué de ne pas pouvoir soigner ses enfants. Sans médicaments, l'otite de Charlize n'a pas été soignée. Et voilà. La pédiatre est obligée de lui prescrire une nouvelle dose d'amoxicilline. Et passe une bonne fin de journée. Les mamans de Charlize finiront par en trouver à la sortie de cette consultation. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. Au revoir. Mais pour la pédiatre, les conséquences de cette pénurie peuvent être très graves. Si on n'utilise plus l'amoxicilline et qu'on utilise d'autres antibiotiques, on a un risque de ne pas être adapté aux bons germes, donc de ne pas être efficace sur l'infection en question. Et le deuxième risque, c'est que si on a un spectre trop large, donc on tape sur trop de bactéries en même temps, on induit des résistances. Et là, c'est néfaste pour la santé publique. Une médecin inquiète, des patients sans traitement, alors que nous l'utilisons depuis 50 ans et qu'il n'a jamais manqué jusqu'ici. Pourquoi donc ces ruptures d'approvisionnement? Dans le formulaire que nous avons envoyé aux officines, il semble y avoir un début de réponse. Les pharmaciens avancent spontanément un argument. Pour eux, le responsable de la pénurie, c'est le prix. Et le prix du médicament en France, ridicule par rapport aux autres pays, on en parle? Le prix d'une boîte d'amoxicilline est trop faible. Il est temps d'augmenter les prix, car cela met les patients en danger. D'après ces pharmaciens, ce serait donc la faute de l'assurance maladie. En France, c'est cet organisme qui paie pour nous la plupart des médicaments. La Sécu, visiblement, serait radine avec les laboratoires pharmaceutiques. Nous partons sur cette piste. Pour être bien certain d'avoir tout compris, nous rendons visite à une pharmacienne, à Montpellier. La patronne, Christelle Kermel, exerce depuis plus de 20 ans. Elle s'est donnée pour mission d'expliquer aux patients toutes ces histoires de pénurie. C'est dû à quoi, tout ce problème d'approvisionnement? Après, c'est ce que je vous disais. Problème de prix de médicaments en France, on va pas se mentir. On va pas se mentir, Christelle adore faire de la pédagogie. C'est souvent dû au prix du médicament, parce que la seule chose qui diminue en France, c'est le prix du médicament. L'électricité augmente, tout augmente. Ah ça, tout augmente. Même si elle doit se répéter, c'est pas grave, tant que les clients comprennent bien. Votre baguette de pain, elle augmente, l'essence augmente, mais en fait, tout augmente aujourd'hui, sauf
le prix du médicament qui n'a de cesse de baisser. Et en fait, on arrive dans des ruptures parce qu'en fait, en France, le prix du médicament, il est trop bas. Voilà. Merci. En vous remerciant, passez une bonne journée et soignez-vous bien. Voilà, vous avez bien compris? Vous voulez qu'on vous le répète encore une fois? Donc, d'après Christelle Kermel, la France est en pénurie parce que les laboratoires pharmaceutiques préfèrent vendre l'amoxicilline aux pays où le prix serait plus élevé. Au moment du tournage, la boîte d'amoxicilline, qui contient 6 comprimés d'1 gramme, est affichée à 2,18 € chez nous. On va dire que les industriels vendent, enfin moi ça me paraît logique, au plus offrant. Vous avez, je vous dis n'importe quoi, 60 000 boîtes d'une référence. Si y a un pays qui vous en propose 2 € et que le pays d'à côté vous en propose 4, évidemment que vous allez vendre à celui qui vous en propose 4. C'est plein de bon sens, ça. Sauf que nous avons examiné la situation des pays voisins qui paieraient plus que nous. Et figurez-vous qu'eux aussi subissent de graves pénuries. En Espagne, alerte sanitaire sur le manque d'amoxicilline en pharmacie. En Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'UE sont confrontés à d'importantes pénuries de médicaments. En Allemagne, pénurie de médicaments pour enfants, les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Et en Italie, alerte des pédiatres, il manque de l'amoxicilline. Et là-bas aussi, l'argument avancé est celui des prix trop bas. En Italie, l'amoxicilline coûte trop peu cher. Au Royaume-Uni, les antibiotiques sont très peu chers. En Allemagne, les prix sont incroyablement bas. Et en Espagne, vous devinez, si, es lo mismo. Les antibiotiques sont très bon marché et affichent même des prix jusqu'à 3 fois inférieurs à d'autres pays. Mais alors, qui pourrait avoir intérêt à répéter ce discours un peu partout? En France, cela fait des années qu'il nous est chanté par les responsables des laboratoires pharmaceutiques. Nos prix des spécialités françaises sont les plus bas des pays industrialisés. L'industrie pharmaceutique française a pratiquement les prix les plus bas du monde civilisé. Le prix en France, et je l'ai dit, est inférieur à la moyenne des prix qui sont constatés dans les autres pays européens. Aujourd'hui, ce discours n'a pas pris une ride. Il est même repris par le LEM, le principal syndicat des laboratoires pharmaceutiques en France, pour justifier les pénuries. Un matin de janvier 2024, ce lobby invite des journalistes dans un quartier chic de la capitale. Son président présente justement le plan du LEM pour lutter contre les pénuries de médicaments. Et là, on a comme une impression de déjà vu, ou plutôt de déjà entendu. Nous avons un problème économique dans la régulation du médicament. Et d'ailleurs, l'on observe, et l'observatoire que nous avions publié en mai dernier le montre, que nous avons les prix les plus bas d'Europe. À l'issue de la conférence, le LEM nous invite à échanger avec un certain Thomas. Thomas est là. Monsieur Pénurie. Ah ben Monsieur Pénurie. Monsieur Pénurie est là, on va pouvoir faire une petite interview alors. Le monsieur Pénurie du LEM, à l'époque, c'est Thomas Borel, le directeur scientifique. Pour lui, les pénuries sont un problème multifactoriel. Mais devinez quelles raisons il donne en premier lieu pour les expliquer. On a regardé précisément le différentiel de prix entre la France et les 4 pays de référence que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, est de 20% en défaveur de la France. 20%, on est moins cher. On est 20% moins cher. D'ailleurs, c'est connu, tout le monde le sait, les prix des médicaments en France, en particulier des médicaments anciens, matures, sont moins chers en France que dans ces pays de référence que je viens de citer. C'est une réalité que personne ne discute, je veux dire, c'est une réalité factuelle. Comme cette réalité factuelle leur tient à cœur, le LEM a décidé de commander une toute nouvelle étude à un cabinet de conseil. Elle présente un comparatif de prix de plusieurs médicaments, dont l'amoxicilline, entre la France et 4 pays voisins. Nous serions les plus mauvais payeurs. L'étude est publiée en avril 2024 sur le site du LEM,
qui affiche son but. Objectiver l'impact des niveaux de prix sur l'aggravation des pénuries. En clair, prouver que les pénuries sont liées au prix bas. Oui, sauf que dès la page 4, une phrase nous surprend beaucoup. Ce rapport n'a pas vocation à établir de lien entre le prix des médicaments et les ruptures d'approvisionnement. Bonjour Nathalie Coutinet. Bonjour. Nous soumettons cette étude à Nathalie Coutinet, économiste de la santé, spécialiste des firmes pharmaceutiques et du prix des médicaments. C'est une étude qui est faite par un cabinet qui va être utilisée par un syndicat professionnel et finalement le syndicat professionnel l'utilise de manière un petit peu malhonnête, on peut dire. Si l'économiste est catégorique, c'est parce que comparer les prix des médicaments entre les pays, c'est impossible à cause d'un système de remise. Dans chaque pays, les prix affichés au public ne sont pas les prix réels. Ils ne tiennent pas compte des réductions faites par les laboratoires aux États et aux pharmacies, notamment en fonction des volumes commandés. On a des prix qui ne sont pas des vrais prix, à cause des remises, des négociations avec les pharmaciens, des systèmes qui sont différents d'un pays à l'autre. Ça biaise complètement le système. Ça empêche la comparaison absolue. Et d'ailleurs, ça aussi, les auteurs de l'étude le soulignent à 10 reprises tout de même. Dans tous les pays considérés, ces médicaments peuvent faire l'objet de remises additionnelles et confidentielles qui sont négociées localement et peuvent nuancer le constat de différentiel de prix. Si on voulait comparer le prix de l'amoxicilline en France par rapport au reste de l'Europe... Non, pour moi, on ne peut pas le faire. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le prouver. Résumons. Cette étude, qui vise à objectiver le lien entre pénurie et prix bas, n'établit donc pas de lien entre pénurie et prix bas. Et compare en plus des prix incomparables. On serait pas en train de se faire un peu balader, là? Vous avez pas un truc contre le mal de crâne? Pourquoi le LEM continue-t-il à avancer cet argument des prix bas pour expliquer les pénuries, alors que rien ne le prouve? Pas même l'étude qu'il a commandée. Nous demandons un nouvel entretien, mais le LEM refuse. Alors, un beau matin de septembre, nous retournons voir son président, Monsieur Thierry Hulot. Bonjour Monsieur Hulot, c'est Élise Lucet, Cache Investigation. Bonjour madame. On vous demande une interview depuis longtemps, vous représentez les industriels du médicament et vous savez que les Français s'inquiètent énormément des pénuries de médicaments en ce moment. Vous avancez souvent l'argument des prix qui sont trop bas en France. Est-ce que vous êtes certain que c'est la vraie raison? Écoutez, madame, je crois qu'en tant qu'entreprise du médicament, on a une mission. Oui. C'est tout faire pour que nos concitoyens, quand ils soient malades, aient accès à leur traitement. Oui, ça on est bien d'accord. Que ce soit un traitement du quotidien ou un traitement innovant pour des maladies lourdes et des pathologies lourdes. On est bien d'accord. Nous nous battons sans relâche, avec nos parties prenantes, avec l'administration, pour régler ce problème. Et nous allons en parler en détail dans la conférence de presse. Oui, mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avancez toujours l'argument des prix bas. Est-ce que vous êtes sûr? Vous dites, en France, les prix sont trop bas. C'est pour ça qu'il y a des pénuries. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon argument? Je viens de vous le dire, nous nous battons sans relâche pour fournir aux patients français les traitements dont ils ont besoin. Monsieur Hulot. Madame, nous nous battons sans relâche pour fournir aux patients français le traitement dont ils ont besoin. Monsieur Hulot, vous comprenez que ça ne suffit pas, là, cette réponse. Vous dites que c'est parce que les prix sont plus bas en France. Est-ce que vous n'avancez pas un argument qui est faux? Je me répète, nous nous battons sur tous les fronts pour lutter contre les pénuries. Il faut mettre fin aux pénuries, il n'y a pas débat là-dessus. Je vous remercie. Mais monsieur Hulot, cet argument des prix trop bas en France n'est pas le bon argument. Le rapport que vous avez, vous commandé en avril 2024 dit le contraire. Monsieur Hulot, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une interview plus longue, monsieur Hulot? C'est important, les Français sont inquiets pour leurs enfants à l'approche de l'hiver ou pendant l'hiver. Bon, ben, monsieur Hulot, c'est les vacances de monsieur Hulot, hein. Élise, pas sûr que les moins de 50 ans aient la ref, hein, sincèrement. Et monsieur Hulot n'est pas en vacances, il va tenir une conférence. Devinez ce qu'il va dire. Oh là là, le suspense est insoutenable. On a, en moyenne, des prix 20% plus bas que les plus grands pays européens.
Les raccourcis du LEM, pour se plaindre des prix bas, vous les découvrez peut-être ce soir. Mais pour certains acteurs de la politique de santé en France, c'est une rengaine qu'ils connaissent par cœur. Ça tourne partout? Ok, interview Agnès Buzyn, 3 caméras, fichier 3. Agnès Buzyn était ministre de la Santé de 2017 à 2020. Lorsqu'elle était en fonction, les pénuries de médicaments ont explosé. Alors, cet argumentaire des prix bas, elle l'a très souvent entendu. Alors, vous connaissez, j'imagine, le LEM. Ils avancent régulièrement un élément d'explication à ces pénuries. Pour eux, c'est clair, c'est le prix des médicaments et notamment de l'amoxicilline en France qui est trop bas. J'imagine que vous avez déjà, vous, entendu cet argument dans la bouche des laboratoires et des industriels de la pharmacie, non ? Oui, alors ça, c'est de bonne guerre, je dirais. C'est de bonne guerre et ça permet d'essayer de convaincre Bercy ou les décideurs français que si on augmentait le prix des médicaments, on serait exempt de pénurie. Ça n'est pas vrai, évidemment, c'est un prétexte. Vous dites que c'est faux, carrément. Je pense que c'est faux parce que ces pénuries, on les observe absolument partout dans le monde. Mais dire que c'est parce que nous payons les médicaments trop peu chers qu'il n'y en a pas, ça serait trop simple, malheureusement. Je vous vois sourire. À quel moment, quand vous étiez ministre de la Santé, les laboratoires, les industriels du médicament, ils avançaient ces arguments? Parce qu'ils les avançaient déjà à l'époque. Oui, alors pas trop avec moi. Ah bon? Pas trop avec moi, mais dès mon départ. Pourquoi pas trop avec vous? Parce que je pense qu'ils savaient que je n'y croyais pas un instant, parce que je connais bien la santé mondiale, je sais ce qui se passe dans les autres pays. J'avais beaucoup de liens avec les autorités anglaises, allemandes, danoises. Donc je savais que c'était un problème mondial et que ça n'était absolument pas lié au prix. Donc, pas trop, mais je sais que ça a été beaucoup utilisé par l'industrie du médicament auprès de Bercy pour suggérer une augmentation de l'enveloppe allouée aux médicaments. D'accord, donc en fait, quand ils n'arrivaient pas à passer par le ministère de la Santé, ils passaient par le ministère de l'Économie. Oui. D'accord, ok. Donc de toute façon, ils avançaient toujours cet argument des prix trop bas en France. Oui. Qu'est-ce que ils ont réussi à convaincre beaucoup de gens. C'est-à-dire je pense que dans l'inconscient collectif des professionnels, il y a l'idée que peut-être qu'on est trop dur avec l'industrie du médicament et qu'on paye nos médicaments trop peu cher. Ce que les industriels oublient de dire, c'est que le marché français est un marché extraordinaire. Une fois qu'un médicament est validé et qu'il est remboursé par la sécurité sociale, tous les malades français, ils l'ont droit, il est remboursé. Et en réalité, c'est un marché magnifique. Et ça, les industriels le savent. Mais ce discours sur le prix en général est un discours qui est régulièrement poussé par les industriels. Il est insufflé, vous voulez dire, par les industriels dans toute la chaîne du médicament? Oui, moi j'ai vraiment vu des gens qui tiennent un discours simple à retenir, simpliste et qui paraît cohérent. Vous voyez, c'est trop bas, donc il y a des pénuries parce qu'on vend ailleurs. La réalité est tellement plus complexe. Mais comme c'est simple, on le retient. En tous les cas, moi, je suis convaincue que ça n'est pas la réalité. Alors, à l'époque où vous étiez ministre de la Santé et des Solidarités, il y avait près de 868 molécules en pénurie. Aujourd'hui, en 2024, c'est-à-dire quelques années seulement après, ce sont près de 5000 références de médicaments qui sont en pénurie ou en risque de pénurie. Comment vous l'expliquez ? C'est un problème mondial, ce n'est pas un problème français. Mais nous avons eu en 2 générations un doublement de la population mondiale. Nous sommes passés de 4 milliards à 8 milliards d'habitants. Et ces milliards de personnes consomment des médicaments, du Doliprane, de l'amoxicilline. Les industriels de la pharmacie n'ont probablement pas doublé, triplé leur capacité de production pour répondre à la demande mondiale qui a explosé en très peu de temps. Donc je dirais qu'en l'espace de 2 générations, on a un problème démographique qui n'a pas été anticipé suffisamment par le milieu de la santé en général. Et aujourd'hui, on est face à une difficulté mondiale de soigner l'ensemble de la population mondiale. Si je vous demande si l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 5 ans, les problèmes de pénurie seront réglés, vous me répondez quoi? Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Je pense que les pays européens aujourd'hui n'ont pas la taille critique, la surface critique pour négocier avec des industries mondialisées qui servent aujourd'hui les 5 continents. Et donc, je pense que seul l'échelon européen nous permettrait aujourd'hui d'avoir un rapport de force à peu près équilibré avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, ça n'est pas en augmentant le prix du médicament et des médicaments en général que la France réussira à réduire les pénuries. Or, il y a aujourd'hui un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui pensent qu'on en est encore à ce stade-là.
Merci à vous, Agnès Buzyn. Merci. Parmi ceux qui pensent qu'on en est encore là, il y a certains successeurs de Madame Buzyn au ministère de la Santé. Par exemple, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé jusqu'en décembre 2023. Lui, apparemment, il continue de croire que les prix bas expliquent les pénuries. À l'été 2023, il accède aux demandes du LEM d'augmenter le prix de l'amoxicilline de 10%. On a proposé aux industriels, je leur ai proposé il y a quelques semaines, d'augmenter sur certains des médicaments sur lesquels il y a la plus forte pénurie de 10% le prix, en échange d'une garantie de livraison à la France de suffisamment de volume. Les laboratoires doivent donc produire plus pour le marché français. Les industriels seront obligés d'assurer des approvisionnements dans l'Hexagone. 11 laboratoires s'engagent à augmenter leur production en échange de cette hausse du prix. Mais combien ont réellement tenu cet engagement? Rien, aucune information n'est sortie dans la presse à ce sujet. Alors, nous leur avons posé la question, un à un. Sur les 11, seuls 3 nous ont répondu. Biogarant nous annonce ne pas avoir réussi à respecter ses engagements. Le laboratoire Sandoz ne veut pas répondre précisément. La préservation des informations stratégiques et confidentielles de Sandoz est primordiale pour nous, et nous préférons ne pas aborder ces sujets publiquement. Le laboratoire GSK, lui, dit carrément ne pas savoir s'il a rempli ses objectifs. Comme la majorité des industriels ne communiquent pas, nous tentons d'obtenir ces informations auprès de l'État. C'est le directeur général de la Santé, le numéro 2 du ministère, qui répond à notre demande d'interview. Grégory Emery occupe ce poste depuis 2 ans. C'est lui qui a suggéré au ministre de l'époque cette hausse de 10% du prix d'achat en échange de boîtes supplémentaires. Ok, interview Grégory Emery, 4 caméras, fichier 1. Grégory Emery, vous êtes directeur général de la santé, vous êtes à ce titre responsable de la sécurité sanitaire de notre pays, vous êtes également médecin. Ça fait des mois que nous enquêtons sur les pénuries, notamment d'amoxicilline. À quoi elles sont dues, ces pénuries de médicaments, d'après vous, à la DGS? Il y a 4 causes principales de pénurie de médicaments. Oui. La première, et c'est ce qu'on a connu sur l'amoxicilline, c'est une augmentation du besoin par rapport à l'offre. C'est une inadéquation entre ce qui a été produit et ce qui va être consommé. Ouais. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est une moindre production. La troisième cause, c'est des problèmes logistiques. Et c'est vrai que les conflits armés, que ce soit la guerre en Ukraine ou la modification des flux sur la planète, parce qu'on est sur un marché qui est global, peut causer de la tension dans le système. Et le quatrième point, et c'est un point important, c'est aussi le désengagement. Un industriel arrête de produire un médicament parce que soit il le considère comme plus rentable, soit comme trop compliqué à produire. Alors, je reviens sur les raisons de la pénurie. Les laboratoires, eux, ils avancent un autre argument, dont vous n'avez d'ailleurs pas du tout parlé. Les pénuries seraient liées au prix trop bas auquel la France achèterait les médicaments, notamment l'amoxicilline. Est-ce qu'ils ont raison, d'après vous? Alors, on a testé sur l'hiver 2023-2024 l'augmentation du prix de l'amoxicilline pour voir si cette augmentation de 10%, elle pouvait avoir ou non des conséquences sur l'approvisionnement du marché. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que vous avez dit, les labos, ils ont peut-être raison. Et on va augmenter le prix de l'amoxicilline de 10% à condition que les laboratoires produisent plus. C'était ça, il y avait une contrepartie, très clairement. Tout à fait. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? 11 laboratoires ont dit, banco, nous sommes en capacité de signer, on va dire, un contrat. Alors, on a fixé des cibles avec eux, et les résultats sont là. Sur 11 laboratoires, 8 n'ont pas été en capacité d'alimenter le marché à la hauteur de ce qui s'était engagé. C'est pas terrible, alors? Ça veut dire que ça n'a pas marché. Ah, on est d'accord. On avait besoin de 50 millions de médicaments, on en a reçu 41 millions, ce qui veut dire qu'il y avait un écart entre ce qu'on avait besoin et ce qui a été effectivement reçu. Ça veut dire que ça n'a pas marché, et d'ailleurs, on ne l'a pas reconduit cette année, l'augmentation exceptionnelle
de 10% du prix de l'amoxicilline. D'accord. Comment est-ce que les 8 laboratoires qui n'ont pas respecté ce contrat avec vous se sont justifiés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Plusieurs explications. L'augmentation de prix est arrivée trop tard, parce qu'on a fait l'augmentation de prix au mois de septembre et la saison hivernale se prépare. Ils le savaient très bien au moment de le signer, même si c'était au mois de septembre, que c'était ça le deal. Donc ils peuvent difficilement vous reprocher un an après de dire « Ah ben c'était trop tard, fallait le proposer en juin ». Alors, c'est la principale explication qu'ils nous ont donnée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces 8 laboratoires qui n'ont pas joué le jeu? Alors moi, je ne peux pas, au titre du secret des affaires, vous donner le nom des laboratoires, parce que c'est une donnée qui relève du contrat. Mais vous comprenez que c'est un peu compliqué pour nous de nous contenter de cette réponse, parce que vous avez engagé de l'argent public. Pourquoi on ne dit pas qui sont ces laboratoires qui ont bénéficié de l'argent public et qui n'ont pas tenu parole? C'est le secret des affaires. Et je ne peux pas, moi, aller plus loin que le secret des affaires. Après, peut-être revenir sur combien ça a coûté à l'assurance maladie, cette mesure-là. Oui. L'augmentation de 10% du prix de l'amoxicilline a engendré un coût pour l'assurance maladie de 5,4 millions d'euros. C'est pas rien. Les laboratoires qui n'ont pas joué le jeu vont rembourser 2,8 millions d'euros. Et donc, à la fin, le surcoût, ce que j'appelle le surcoût, réel pour l'assurance maladie, sera de 2,6 millions d'euros. Ils ont commencé à rembourser au 1er novembre 2024, c'est-à-dire il y a quelques jours maintenant, et ça se terminera à la fin de l'année 2024. Mais alors, si vous nous dites qu'effectivement le prix, c'est pas forcément la raison de la pénurie, pourquoi vous avez augmenté le prix de l'amoxicilline de 10% en échange d'une augmentation de production, puisque c'est pas ça la raison? Pour tester, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, quand au quotidien on nous explique que le prix est le facteur déterminant des pénuries, il y a 2 solutions. Soit on ferme les yeux, on se cache les yeux et on se dit je n'entends, genre peut-être les oreilles d'ailleurs, je n'entends pas, soit on teste. On a testé et très clairement l'augmentation de prix de l'amoxicilline n'a pas permis aux Françaises et aux Français de disposer de médicaments comme ils en avaient besoin. Bon, manifestement, les cadeaux aux industriels, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que le bâton, ça marcherait mieux? En France, il existe un gendarme du médicament, l'ANSM. Nous sommes l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette agence dépend directement du ministère de la Santé. Elle est en charge des pénuries. Si des produits de santé sont indisponibles, nous coordonnons les actions nécessaires afin que les patients continuent d'y avoir accès en toute sécurité. Nous aurions aimé savoir comment l'ANSM peut contraindre les industriels à approvisionner suffisamment toutes les pharmacies du territoire. Mais elle n'a pas voulu nous ouvrir ses portes. Alors, nous envoyons Marion, notre journaliste, qui réussit à décrocher un stage au service communication de l'ANSM. Elle filme discrètement les coulisses de l'agence du médicament. Une première. Bonjour. Enchantée. C'est ainsi que dès le premier jour, Marion apprend qu'il existe bien au sein de l'ANSM un service spécial chargé de lutter contre les pénuries, dans lequel elle parvient à passer du temps. Bonjour. Bienvenue au CASAR, le centre d'appui aux situations d'urgence, aux alertes sanitaires et à la gestion des risques. Un petit service d'une dizaine de personnes. Bonjour. On ne s'est pas présenté en fait tout à l'heure. Non, mais je crois qu'on est dans l'ascenseur. Oui, je crois que c'est ça. Je suis arrivée. Parmi les missions du CASAR, il y a notamment celle de pister les boîtes de médicaments. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'agence, c'est d'avoir, si tu veux, des échanges avec les industriels pour savoir un peu au niveau industriel comment ça se passe. Et justement des infos au niveau des officines. Et donc là, avec ces informations-là, vous savez où sont les stocks de médicaments? C'est pour ça que c'est ce qu'on essaye. En fait, ce sont les boîtes. Enfin, c'est la question à laquelle on essaye en permanence de répondre, y compris nous. Ok. Bon, bah, merci en tout cas pour toutes ces infos, c'est hyper intéressant. À plus tard. Pour tenter de savoir où sont les boîtes, cette cellule de crise collecte des données, mais pas vraiment en temps réel. Un stock, donc je te montre à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment... Pour le coup, ça n'en est pas du tout au système d'info intégré, c'est un fichier Excel. Ouais, c'est ce que... Tu vois. Un fichier Excel?
Forcément, le gendarme du médicament se sent un peu impuissant face aux industriels. Ça fait 5 ans que je suis à l'agence, 5 ans que je coordonne des ruptures, ça fait 5 ans que je ne comprends pas où sont les boîtes. Mais c'est fou, si même vous savez pas où sont les boîtes... En fait, il faut mettre une puce GPS dans une boîte pour essayer de suivre son tracé pour voir qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Parce que des fois, tu te dis, ouais, où sont les boîtes Ou tu te dis, en fait, il faut commander par Amazon, parce qu'en Amazon, en main, t'as ton truc, en fait. Donc pourquoi ça marche pas pour les médicaments? Mettre une puce GPS dans les boîtes d'antibiotiques, on en est donc là. À défaut de pouvoir tracer chacune des boîtes de médicaments, tous les 15 jours, l'ANSM organise une réunion en visioconférence avec tous les acteurs du secteur. Notre journaliste parvient à y assister. Bonjour à tous, il est 13h02, je vous propose de commencer. Écoutez, c'est la 5e fois qu'on se réunit sous ce format. L'objectif du jour pour le CASAR, comprendre pourquoi la moitié des pharmacies est toujours en pénurie d'amoxicilline alors que les industriels, d'après les données transmises, semblent avoir des stocks. Et la question que je me pose, c'est pourquoi on a quand même toujours, encore cette semaine, une absence de reconstitution de stock dans les officines. Vous le savez déjà, que les laboratoires n'ont pas produit assez. Sauf que jusqu'à présent, ils ne l'avaient jamais admis auprès du CASAR. Pour certaines présentations, notamment les amoxicillines, on ne saurait pas satisfaire des volumes équivalents au point de référence qui étaient les ventes de l'année dernière. Celui qui s'exprime à travers l'écran, c'est Thomas Borrell. Vous vous souvenez, le monsieur pénurie du LEM. Celui qui parlait des prix bas pour expliquer les pénuries. C'est une réalité que personne ne discute, hein. Je veux dire, c'est une réalité factuelle. Eh bien, ce jour-là, le représentant des industriels reconnaît que le problème n'est pas le prix bas, mais bien un manque de production d'amoxicilline pour le marché français. Mon interprétation, c'est qu'on ne livre pas à hauteur de l'ordre de grandeur. Ça, c'est, je dirais, l'ingrédient de base. Mais de ce que vous nous dites, c'est bien du coup finalement aujourd'hui un défaut d'approvisionnement des industriels. Oui, on sait qu'on appelle ça flux tendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture totale et sèche, mais je pense que chaque mois, l'ensemble des laboratoires reçoit des quantités et les met à disposition immédiatement, et je pense de 60 à 80% des besoins du marché. Donc il y a cette sensation de pénurie réelle pour une partie des acteurs ou une proportion. Voilà. Et on ne peut pas reconstituer des stocks habituels dans ces conditions-là. Okay. Une sensation de pénurie réelle. Une pénurie, en fait. Et devant cet aveu de manque de production, pas de réaction immédiate des agents de l'ANSM. Une fois la réunion terminée, en revanche, les membres de la cellule de crise finissent par incriminer ces laboratoires. Ils ne feraient pas assez de stock. Les labos, par le passé, stockaient aussi vachement plus. Ouais. En fait, ils sont arrivés sur des modèles de flux tendus, y compris le prod. D'avoir des prods qui arrivent juste au moment où ils n'ont plus de stock. Le problème, c'est que dès que tu as une augmentation de la demande, ça tombe. Voilà, ça craque. Ouais. Mais l'enjeu, en fait, il est économique, c'est que ça leur coûte d'avoir des stocks. Ah oui. Faire des stocks, cela veut dire louer des entrepôts pour les conserver en attendant de les vendre. Forcément, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. De toute façon, la pénurie, c'est que des enjeux économiques. Okay. Nous avons demandé une interview à l'ANSM qui l'a refusée. Mais comme cette agence sanitaire dépend du directeur général de la santé, nous poursuivons notre entretien avec Grégory Emery. Vous êtes chargé de la sécurité sanitaire de notre pays. Est-ce que vous avez désormais, en cette fin d'année 2024, une cartographie extrêmement précise et actualisée de l'endroit où se trouvent les boîtes d'amoxicilline, de l'usine, jusqu'à la pharmacie? Parce que pour bien gérer des stocks, il faut savoir exactement combien on en a et où ils sont. La réponse est non. La réponse est non, et ça peut être difficile à comprendre, encore plus quand aujourd'hui on est entouré de livres. Quand on va sur un site internet de vendeurs de livres, on sait dans quel magasin se situent les livres, quel est le nombre de livres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur le secteur du médicament, mais nous y travaillons. Et comment ça se fait? On est face à un historique où les laboratoires, les pharmaciens, pendant longtemps, n'ont pas souhaité partager ces informations.
On est d'accord, c'est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui est sous votre tutelle et qui doit effectivement répertorier ces risques de pénurie. On est bien d'accord, Tout à fait. Mais il y a combien de personnes, clairement, à l'ANSM aujourd'hui, qui s'occupent de gérer le problème des pénuries? Est-ce que vous le savez? Entre 10 et 15 personnes, sachant qu'ils ont été rehaussés de 7 l'année dernière ou il y a 2 ans. Les pénuries, ce n'était pas un phénomène il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est aujourd'hui un phénomène qui justifie qu'au quotidien, toutes les agences, toutes les équipes de l'Agence du médicament travaillent sur ce sujet-là. D'accord, mais on a pu recueillir les témoignages de certaines des personnes qui travaillent justement au sein de l'ANSM sur la question du suivi des stocks. Ils avouent eux-mêmes ne pas savoir où sont les boîtes et combien il y en a. Donc pour gérer des stocks, c'est un peu problématique, vous allez le reconnaître. L'une de ces personnes nous a même dit, ça fait plusieurs années que je suis à l'agence, donc à la NSM, plusieurs années que je coordonne des ruptures, et ça fait plusieurs années que je ne comprends pas où sont les boîtes. Elle en venait même à se demander s'il ne fallait pas mettre une puce GPS dans chaque boîte pour enfin pouvoir les tracer. Alors, voilà ce que disent les gens sur le terrain. On a tous eu cette à la idée NSM. de la puce GPS dans la boîte de médicaments. Ça coûterait très cher. Ça coûterait très cher et ça ne serait pas forcément la réponse. Par contre, la réponse, ce qui est certain, c'est que le développement d'un nouveau système d'information, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national, qui permet de simplifier le travail des équipes de la NSM, précisément pour répondre à la question de où sont les boîtes de médicaments. C'est un fait, les chiffres sont là. Clairement. On ne dispose pas suffisamment de données. Et c'est la raison pour laquelle nous y travaillons. Est-ce que vous avez, vous, encore vraiment du pouvoir face aux industriels du médicament? Et quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, hein. C'est est-ce que le ministère de la Santé, est-ce que l'État a du pouvoir suffisamment face aux industriels du médicament? Je le pense. C'est pour ça que je n'oppose pas et pouvoir et confiance. Mais quand on crée une relation de confiance qui dépasse largement la question des pénuries de médicaments. La confiance, c'est la manière dont on échange dans notre quotidien avec les responsables des industriels, avec les industries de santé en partie. Et quand donc, vous parlez de confiance, on a un peu l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour moi, la clé de cette question-là, c'est la transparence. Confiance et transparence. On va faire une pause, monsieur Imri, sur ces belles valeurs. Car nous avons une révélation à vous faire. En France, un laboratoire aurait détruit des flacons d'amoxicilline en pleine pénurie. Ce laboratoire, c'est le seul à produire cet antibiotique sur le territoire. Son nom, GSK. Il fait partie du top 10 des Big Pharma dans le monde. L'hiver dernier, le ministre de l'Industrie de l'époque est même venu saluer cette production d'amoxicilline made in France. Pendant des années, on a pensé que l'essentiel pour produire des médicaments, c'était de les produire pas cher. Où que ce soit, on en aurait. Évidemment, le Covid nous a rappelé à une dure réalité, qui est que la meilleure manière de ne pas manquer de quelque chose, c'est quand même de le produire pas loin de chez soi. Et surtout, d'éviter de le jeter à la poubelle. Visiblement, durant sa visite, le ministre n'a pas vu la même chose que nous. Oui, parce que nous aussi, nous avons réussi à entrer dans cette usine située à Mayenne, dans l'ouest de la France, même si GSK a refusé de nous ouvrir ses portes. C'est au tour de Marie Stella, journaliste chez Cash, de se faire embaucher. Elle est nommée contrôleuse de production chez GSK. Bonjour. Ça commence par une formation d'une journée en combinaison intégrale. Et ça rigole pas. Donc à l'issue de la formation, on va avoir une connaissance sur la culture Japon. Le Japon s'est trompé de salle? Ah non, chez GSK, on produit pour la France et pour le monde entier. Le Japon est aussi en manque d'amoxicilline. Donc le Japon est un client particulier pour le site de Mayenne. Un client particulier parce que tatillon. Et le client japonais est très exigeant. Il faut que tout soit parfait. Donc nous allons vous signaler ce qui peut le choquer. La peur de choquer le client japonais, c'est l'obsession des formateurs de GSK. Le laboratoire met en place tout un processus de contrôle du produit. Enfin, quand on dit produit, là, en l'occurrence, c'est plutôt un contrôle du flacon, de l'étiquette, de l'emballage, en fait. Typiquement, des fois, je sais pas si vous allez voir ici, mais le point d'étiquette qui est un peu écorné ici, ça au Japon non. Sur le marché européen, peut-être se poser la question, mais il y a de temps ça puisse passer. On disait tout ce qui est froissé, donc ça c'est net, c'est sûr. Et sur les défauts du verre,
On peut avoir des petites inclusions, des très petites, comme des plus grossières aussi. Des bulles, c'est vraiment sur le flacon, l'étiquette et le bouchon, des choses qui peuvent interpeller un futur patient japonais qui, avec sa culture, pour lui, c'est pas acceptable. Si vous l'écartez, que c'est vraiment, on considère que c'est mauvais, ils sont mis à la poubelle. Okay. Jeter des flacons à la poubelle? En pleine pénurie? Vous m'inquiétez, là. Reste tes ailes. Le lendemain, Maristella découvre la ligne de production d'amoxicilline destinée au Japon. Pendant 8 heures, les petites mains de GSK contrôlent visuellement, un à un, chaque flacon. Il n'y a rien sur le bouchon. Celui-là, il est nickel. Hein. D'après nos informations, les flacons d'amoxicilline destinés au Japon sont les seuls à faire l'objet d'un contrôle aussi poussé. Alors, l'étiquette. Tout va bien. Au dessous. Ah, j'ai un point noir. Là, tu vois, celui-là, il a un point noir. Mais il y a aussi un tout petit machin sur le bouchon. Du coup, je sais pas si ça passe ou pas. On a 2 défauts, donc non? Ouais. Vous ne voyez rien, c'est normal. Même les flacons avec des défauts à peine visibles sont recalés, alors que le produit à l'intérieur, lui, n'a aucun problème. J'ai plein de toutes petites bulles dans le verre à un endroit, là. On enlève. On enlève? Je vais tout comme ça, on enlève. Ok. On enlève, ça veut dire on jette dans ces bacs oranges. Les bulles, il faut accepter si inférieur à 2 mm. Elle fait haut. Fait 3 mm. Ok. Et les poubelles. Je vois rien. Ah si, il y a une toute petite tache là. Poubelle. Quand on a un défaut comme ça sur l'étiquette, ça passe ou pas? Enlève-le, celui-là. On enlève? Ok. Donc ça, poubelle. Votre bac va être plein. En à peine 1 heure, Maristella a dû jeter une 50aine de flacons. Pareil pour sa collègue, qui elle aussi a rempli un bac orange. Ah, c'est bizarre de jeter plein de médicaments. Ah ouais, c'est ça, c'est dans le faire. Ah ouais. Pourtant, rien d'inhabituel. C'est une matinée comme une autre sur la chaîne de contrôle du Japon. Le chargé de la formation avait d'ailleurs prévenu Maristella et ses collègues. Vous serez probablement surpris du nombre de rejets. On risque de mettre de côté à peu près 10 à 15% de notre production. 10 à 15% qui est jeté. Vous serez surpris du... Oui, ouais. Ok. D'après le formateur, 10 à 15% de la production serait jetée en pleine pénurie. Cela correspond à des milliers de flacons. Alors si nous sommes choqués, pourquoi la France ne peut-elle pas récupérer ces médicaments dont le Japon ne veut pas? Le médicament est bon dedans, on pourrait le reprendre et le remettre sur le marché national, je sais pas, comme ça. Non, enfin, pas comme ça. Bah, je sais pas, comme ça, on dit c'est la pénurie, bah hop, il y en a pas. C'est tellement réglementé, tu peux pas faire tout n'importe quoi avec les médicaments. Après quelques jours, Maristella démissionne de son poste. Nous aurions aimé que GSK nous accorde une interview pour réagir à notre découverte. Ils ont refusé. Et lorsque nous les questionnons par courriel sur ces milliers de flacons jetés en pleine pénurie, ils affirment ne pas savoir de quoi nous parlons. On parlait de quoi tout à l'heure avec le directeur général de la santé? Confiance et transparence, c'est ça? Grégory Emery est-il au courant des pratiques de GSK? GSK fait partie des laboratoires qui s'étaient engagés à produire plus pour la France en échange de la hausse de 10% du prix l'hiver dernier. En France, on a une usine qui produit encore de l'amoxicilline. C'est la dernière dans notre pays. C'est celle du laboratoire GSK qui est à Mayenne. Vous avez augmenté le prix de 10%. Vous leur avez demandé de produire plus. Est-ce que ce laboratoire, précisément, a respecté ses engagements? Moi, je ne peux pas répondre à la question sur est-ce qu'un laboratoire en particulier a tenu ses engagements. S'ils avaient respecté leurs engagements, on se dit ils auraient eu envie de nous dire oui, on a été les bons élèves, on a été les bons élèves. Vous ne pensez pas ça, vous? Ce qui est important dans l'exemple que vous donnez, c'est qu'un laboratoire produit de l'amoxicilline sur le territoire français, métropolitain, et c'est aussi une des clés de la réponse. Plus on relocalisera
plus il y aura d'industries qui produisent des médicaments essentiels en France, plus on s'éloigne du risque de tension de pénurie. Eh ben, c'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce qu'il y a autre chose qui nous a beaucoup surpris à propos de GSK en France, de l'usine qui est à Mayenne, c'est qu'en pleine pénurie d'amoxicilline l'hiver dernier, cette usine, elle vendait des dizaines de milliers de flacons à qui? Au Japon. Est-ce que vous connaissez le cahier des charges du contrôle qualité du Japon? Non. Je suis en charge de la régulation. Je le connais en Chine, mais je ne le connais pas au Japon. Ah bon? Eh bien, écoutez, je vais vous apprendre que le Japon est un client très exigeant, même sur la qualité des emballages. Tous les flacons qui présentent des défauts esthétiques à peine visibles, je parle donc pas d'un problème de médicaments, ben, ces flacons-là, ils sont écartés et ils sont jetés. Est-ce que vous étiez au courant de ce genre de pratique? Non. Est-ce que j'aurais dû être au courant? La réponse est non également. Chaque autorité sanitaire, en France, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, définit quelles sont les bonnes pratiques de fabrication et quels sont ses standards qualité. Si des produits destinés au marché français avaient été retoqués pour raison de qualité, la Direction générale de la santé aurait été informée. Mais vous comprenez ma question, enfin, on est en pleine pénurie en France. Et pour des petits problèmes d'étiquette écornée d'une petite microbulle dans un flacon qui n'altère absolument pas la qualité du médicament, on a jeté des flacons d'amoxicilline en pleine période de pénurie. Ce que j'espère, c'est que l'industriel concerné a amélioré sa ligne de production pour que ce type de défaut qualité ne se présente plus. D'après nos informations, ce sont des flacons qui passeraient haut la main le contrôle qualité en France. Ce que disent des sources internes chez GSK, mais aussi la plupart des experts en pharmacie qu'on a interrogés. Est-ce que vous, l'État, vous ne pourriez pas contraindre à un moment GSK à dire ne jetez plus ces médicaments à la poubelle? Encore une fois, on en a cruellement besoin. Ne jetez pas ça à la poubelle. C'est ce qu'on fait sur beaucoup d'autres références. Typiquement, et pourquoi vous ne le faites pas là alors? Parce que là, sur cette situation précise, le laboratoire ne nous a pas informé qu'il avait des stocks de médicaments packagés pour le marché japonais qui auraient pu être utilisés pour le marché français. C'est dommage. Maintenant que vous le savez, est-ce que vous allez les contraindre justement à changer les étiquettes et à vendre ce médicament sur le marché français puisqu'il est refusé par le Alors je ne contrains jamais un industriel à vendre sur le marché. Par contre, ce que je peux faire effectivement, je les interrogerai pour savoir combien de temps prennent ces opérations et s'ils peuvent effectivement alimenter le marché français avec ces médicaments-là. Est-ce que vous pouvez dire là, aux familles qui nous regardent, non, vous n'aurez pas de problème de pénurie de médicaments là, cet hiver, pour soigner certaines angines, les otites, les sinusites. Là, je parle des antibiotiques, mais il y a d'autres pénuries de médicaments aussi. Sur les médicaments de l'hiver, si la dynamique est celle de l'année dernière, non, il n'y aura pas de pénurie. On vous prend au mot, Grégory Emery. On vérifiera, bien sûr. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Cela fait bientôt 1 heure qu'on vous parle de boîtes manquantes. Eh bien, figurez-vous qu'on a fini par en trouver. Eh oui. Non, elle n'était pas cachée dans la bibliothèque du ministère, quand même. Enfin. On en a trouvé dans certaines pharmacies. Mais pas n'importe lesquelles. De grosses officines qui surstockent de l'amoxicilline. Des pharmaciens qui contribueraient à la pénurie. Évidemment, ils ne s'en vendent pas ouvertement. Donc, pas facile de les localiser. On a cherché pendant tout l'hiver. Ça caille. Et on a fini par en trouver un, en décembre 2023. Il sait que nous sommes journalistes. Bonjour. Mais ne sait pas que nous le filmons. Un café, un thé, Trop sympa, le pharmacien. Il nous tutoie d'office. Alors là, il y en a pas mal, là. tout ça c'est de l'amoxicilline. Les boîtes rouges, ouais, c'est de l'amox. Il y en a mis un peu là. Tu vois, il y en a un peu là. Il y en a un peu là. Un peu là. Ouais, et puis t'as des rangées, en fait. Tu vois, on voit pas, mais derrière, tu vois, t'as des boîtes. T'as pas qu'une boîte. Tu vois, là, il y a 3 boîtes d'amox. 3 boîtes d'amox. 3 boîtes, et puis on voit pas, mais tu vois, il y en a encore. Et là encore, non? Il y en a là en bas. Bas. Tu vois, il y en a un peu partout. Il y en a encore là, Ah ouais. là. Attends. Ah, il y en a encore là-haut. Ouais, il y en a encore là, là, il y en a encore en bas. C'est un stockage qui rendrait jalouse bien des pharmacies. En temps normal, hors pénurie, ce pharmacien a 1 mois de stock maximum. Là, c'est beaucoup plus. Bon, regardez, il y a combien de gens? 338, ah ouais. Bah oui.
Et donc ça fait combien de mois de stock? Bah, on a 6 mois de stock. Ah ouais? Parce que l'industrie, il m'a dit cet été, j'en ai plein, prenez-en pour l'hiver, donc on m'a stocké pour l'hiver. Donc vous en avez pour tout l'hiver? Oui. Et le commercial, s'il s'entend bien avec la pharmacie et que la pharmacie c'est un de ses gros clients, il dit attention, là, on va avoir du stock sur la plateforme à telle date, les molécules, elles vont être en retour dans tant de temps, donc stocker un peu. Voilà. Et du coup, ce qui fait que nous, on va pouvoir stocker, et derrière, il y a 90% des pharmaciens qui vont pas en avoir. On vous laisse apprécier la confraternité entre pharmaciens. Pourtant, quelques jours avant ce tournage, le ministre de la Santé de l'époque, Aurélien Rousseau, annonce devant la presse la mise en place d'une charte qui vise à limiter ce surstockage. Bonjour. On peut s'avancer si vous voulez, on va faire le petit point de récap. Et tout le monde a accepté de la signer, des industriels aux pharmaciens. Aujourd'hui, l'engagement qui est pris, c'est que dans les prochaines semaines, on revienne à un système où ces stocks qui sont présents, au global, ils soient mieux répartis entre toutes les 20 500 officines de ce pays pour que d'une grande pharmacie parisienne à une petite pharmacie gardoise, on ait accès à de l'amoxicilline. On y croit. On va se bagarrer pour que dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines, nos compatriotes y voient les résultats concrets. Le ministre annonce une bagarre, avec des armes pas très dissuasives, en fait. Est-ce qu'il va y avoir des recommandations? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Aujourd'hui, on est sur un principe de confiance. On est dans un principe où on s'est dit les choses, croyez-le bien, on s'est dit les choses très directement. Donc on aura des outils, mais il n'y a aucun outil qui est plus efficace que la confiance entre les acteurs. Mais oui, la confiance, ça faisait longtemps. On y croit encore? Gilles Bonnefond, lui, il n'y croit pas. Ce pharmacien à la retraite a présidé pendant 30 ans l'un des 2 plus gros syndicats de pharmaciens en France. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis un pro. Hein. Il n'est pas franchement sûr que cette charte empêche les pharmacies de faire du surstock. Quand vous avez la chance de pouvoir commander de l'amoxicilline et que vous allez être de garde, eh bien sûr que vous stockez. Bien sûr que vous faites un surstock. Mais ce n'est pas parce que certaines pharmacies, même grosses, ont eu 4 mois, 6 mois de stock que ça a créé une pénurie de médicaments. Ça explique bien une partie de la pénurie. Après, certains pharmaciens en ont commandé parce qu'à un certain moment, un laboratoire leur a proposé d'en commander parce qu'il y en avait disponible. Donc, bien évidemment, les pharmaciens ne se sont pas privés d'en commander. D'après lui, les responsables, ce sont, là encore, les fabricants de médicaments. Ce sont eux qui pousseraient au surstockage. Certains laboratoires promettraient de vendre de l'amoxicilline aux pharmaciens à condition qu'ils achètent d'autres médicaments de leur catalogue. Pour nous le prouver, Gilles Bonnefond nous montre un document. La proposition du commercial d'un laboratoire, faite l'hiver dernier, à l'une des pharmacies adhérentes de son ancien syndicat. C'est un pharmacien qui nous a transmis ce document. C'est quoi ce document? Alors, c'est un document... Qu'est-ce que ça raconte? Proposition commerciale d'un génériqueur qui dit clairement, eh bien, si vous me commandez pour 2 000 € de médicaments génériques de différentes molécules, eh bien, vous aurez droit à 80 boîtes d'amoxicilline. Si vous me commandez 4 000 € de marchandises, vous aurez droit à 160 boîtes d'amoxicilline. Donc, on appâte le pharmacien avec un laboratoire qui, avec cette méthode, essayait de faire du chiffre d'affaires en demandant aux pharmaciens de commander leurs produits et des produits dont ils n'avaient pas besoin. Tout ça pour avoir de l'amoxicilline. Bon, voilà, c'est pas des pratiques très loyales au moment où on est en pénurie, au moment où on doit assurer un approvisionnement régulier. Enfin, c'est un petit peu de la vente forcée. Donc, bien évidemment, c'est plus que limite. Au moment où vous êtes en rupture d'amoxicilline, d'en faire un objet d'appel pour faire du chiffre d'affaires pour un laboratoire, c'est immoral de faire ça. Certains industriels ne produisent donc pas assez et profitent de ce manque d'amoxicilline pour faire de bonnes affaires. À la fin de notre périple, à la recherche des responsables de cette pénurie, on se dit que les laboratoires pharmaceutiques
ne semble plus avoir envie de produire ces vieux médicaments, pourtant essentiels, mais vendus à quelques euros la boîte. Et si l'avenir, pour eux, c'était au contraire de produire des médicaments innovants, qu'ils peuvent vendre à prix d'or. Nous allons maintenant vous raconter une très belle histoire. On pourrait presque parler d'un miracle. Julia, 5 ans, est atteinte de mucoviscidose, une maladie génétique qui touche plus de 100 000 personnes dans le monde. Depuis sa naissance, le moindre effort était une souffrance. Mais il y a 1 an, sa vie s'est grandement améliorée. Quand je faisais du vélo, je m'essoufflais. D'accord. Et maintenant? Maintenant, ça ne me fait pas du coup. Les poumons de Julia vont mieux, et son système digestif aussi. Ce sont les principaux organes touchés par la mucoviscidose. Sa nouvelle vie, Julia la doit à un traitement révolutionnaire, le Kaftrio. Allez bien prendre ton médicament, s'il te plaît. Grâce à ce nouveau traitement, Julia a retrouvé l'appétit d'un enfant de son âge, au grand soulagement de ses parents. Elle avait jamais faim, en fait. Elle avait un estomac à la taille d'une noisette, quoi. Elle mangeait rien. Une chips, c'était équivalent à son repas, quoi. Non, mais concrètement, on va pas se mentir. Mais elle ne mangeait absolument rien. Comment, s'il te plaît? Pendant les 4 premières années de sa vie, Tu vois, quand t'étais petite, tout ce que t'as fait. Julia devait être alimentée directement par l'estomac. Ça, c'était le bouchon, ça. Ouais, c'était le bouton de gastrostomie. C'est comme une forme de gavage. En fait, on gave la nuit ou la journée, en plus de l'alimentation par la bouche, de manière à élargir l'estomac et créer une sensation d'appétit, une envie de manger en plus grosse quantité, de manière à prendre plus vite du poids. Maintenant, je l'ai plus parce que je mange beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que tu manges grâce au beaucoup mieux. Kaftrio, mon cœur. Oui, elle mange mieux. Avant, le moindre rhume pouvait conduire Julia à l'hôpital, où elle passait en moyenne un quart de son année. Aujourd'hui, en meilleure santé, elle peut enfin suivre une scolarité normale. Moi, j'avais une petite fille déjà qui allait à l'école que le matin, parce qu'elle s'épuisait, tellement qu'elle s'essoufflait, elle était exténuée, donc elle tenait pas une journée complète à l'école. Alors qu'aujourd'hui, depuis le mois de février, ma fille, elle va à l'école tous les jours et toute la journée. Et ça, c'est un truc... Grâce au Kaftrio. Mais oui, mais c'est vrai que ça t'a donné la pêche, cette histoire. Donc non, elle vit plus comme une enfant lambda, en fait. On en arrive presque parfois à oublier la muco, et ça, c'est cool. Avant l'arrivée du Kaftrio, en France, l'âge moyen de décès des patients atteints de mucoviscidose était de 34 ans. Ce traitement pourrait augmenter l'espérance de vie des malades. Ce nouvel espoir, les patients comme Julia le doivent à un laboratoire pharmaceutique, le laboratoire américain Vertex. Chez Vertex, la science est notre moteur pour découvrir de nouvelles possibilités de transformer des vies. Chercher et tester encore et encore, dans l'espoir de trouver la prochaine percée scientifique. Après 20 ans de recherche sur cette maladie incurable, Vertex est le premier laboratoire à réaliser cette percée scientifique avec le Kaftrio. Lorsque les résultats sont tombés, on était émus aux larmes. Grâce à Vertex, dans le monde entier, des dizaines de milliers de patients voient leur vie s'améliorer et s'allonger. Sur les réseaux sociaux, ils se mettent en scène avec leur précieux Kaftrio. Des parents filment leurs enfants exploser de joie lorsqu'ils ouvrent leur première boîte. Kaftrio m'a donné quelque chose que je pensais ne plus avoir, un avenir. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer de joie.
parce que ce médicament va sauver tellement de vies. À la tête de Vertex, depuis 2020, la PDG, Reshma Kewalramani, promet de changer la vie de tous les malades. Notre véritable motivation chez Vertex, c'est d'investir continuellement dans l'innovation. Aujourd'hui, nous pouvons traiter 90% des gens atteints de mucoviscidose. Et notre but, c'est de soigner 100% des patients. Une bien belle déclaration. Sauf que le laboratoire est en situation de monopole. Et il a décidé de commercialiser le Kaftrio uniquement dans les pays qui acceptent de le payer à un tarif très élevé. Pour l'obtenir, Vertex s'entame avec les États des négociations sans merci. Tant pis pour les patients laissés pour compte. L'histoire entre la France et Vertex commence bien avant l'arrivée du Kaftrio. Nous sommes en 2018. Le laboratoire lance alors son précédent traitement, l'Orkambi, un médicament qui améliore légèrement l'état de santé des malades, mais beaucoup moins que le Kaftrio. Vertex et l'État français sont en pleine négociation pour fixer le prix de ce médicament. Nous avons retrouvé des témoins de ce bras de fer. Vertex. Souvenir. Olivier Véran, à l'époque simple député, en garde des souvenirs très précis. Je crois que c'est la première fois que je perds autant mes nerfs dans ma carrière de député. Mais le truc qui vous prend les tripes, vous savez, l'espèce de truc qui vous énerve à un point où vous vous dites c'est pas possible. Il y a des noms comme ça qui vous donnent les... 7 ans après, Olivier Véran est encore un peu agacé. Parce que normalement, une négociation pour fixer le prix d'un médicament, ce n'est pas censé devenir une guerre de tranchées. Vous avez un laboratoire qui dépose une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, sur la base d'études cliniques. Bien. Il va donc falloir attribuer un prix à ce médicament. Le prix va être fixé par une administration dépendante de l'État, qui s'appelle le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui va, pour déterminer le prix du médicament, regarder le service médical rendu, ou l'amélioration du service médical rendu. En gros, est-ce que le médicament qui est mis sur le marché est plus efficace que ceux dont on disposait jusqu'à présent? Et le Vertex, ils ont exigé un prix qui est exorbitant pour un traitement qui, à l'époque, cette thérapie était certes plus efficace que les traitements antérieurs, mais n'était pas miraculeuse. Une haute fonctionnaire a accepté de nous raconter ces négociations qu'elle a suivies de près. Ses propos ont été répétés pour préserver son anonymat. Vertex, c'est un laboratoire qui est dur en égo, qui n'est pas à la recherche de compromis. Pour ce médicament qui n'est pas miraculeux, la France propose à Vertex un prix de l'ordre de 20 000 € par an et par patient. Mais le laboratoire demande 8 fois plus, un peu plus de 160 000 € par an et par patient. Vertex, ils estimaient que la France était une négociatrice très dure, parce qu'elle demandait des prix qui n'étaient pas du tout en accord avec ce que eux estiment comme nécessaire pour un traitement pour une maladie rare. La France refuse de céder aux demandes du laboratoire américain. Les négociations s'enlisent, le bras de fer dure 3 longues années. Ce qui est compliqué avec Vertex, c'est que ça arrivait à plusieurs reprises qu'ils fassent des menaces assez explicites, en disant « Voilà, bah écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec ce prix, on se retire du marché, on ne vient pas sur le marché. » Ces menaces, Vertex va les mettre à exécution en février 2018. Une très mauvaise nouvelle pour des centaines de patients atteints de mucoviscidose en France. Le laboratoire américain Vertex annule les essais cliniques d'un médicament contre la maladie prévu cette année dans le pays. Pour les patients, annuler ces essais cliniques représente une véritable perte de chance. Les autres témoins de cette bataille, ce sont les victimes directes de ces menaces, les malades. En 2018, l'association de patients Vaincre la mucoviscidose s'est sentie prise au piège. Quand on a la mucoviscidose, c'est une détérioration inexorable de la fonction respiratoire et chaque jour qui est perdu, c'est un jour en moins en termes d'espérance de vie. C'est faire pression sur les autorités publiques françaises pour dire, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, vous n'accédez pas à nos demandes, à nos prétentions financières,
eh ben, on se retire. C'est du chantage. Hein. Et les patients sont pris en otage dans cette discussion-là. Moi, je suis à l'époque député, donc je n'ai pas le pouvoir de décider, mais j'ai quand même le pouvoir de me scandaliser. Donc, j'ai monté au créneau, j'ai jugé le comportement de Vertex absolument scandaleux. La situation devient totalement ingérable, et je vais citer brièvement un exemple, celui du laboratoire Vertex. Vertex a annoncé, il y a 15 jours, renoncer aux essais cliniques réalisés dans notre pays à destination des enfants qui souffrent de la mucoviscidose. Le comportement est absolument inexcusable de la part du laboratoire, et je souhaite vivement qu'il revienne sur sa décision honteuse. Merci. Vertex a pris une très mauvaise décision, indécente, scandaleuse, injustifiable. Quand vous vous engagez dans la santé, vous le faites avec de l'éthique. Sinon, vous faites autre chose. Vous vendez des bagnoles. Enfin, pardon pour les vendeurs de voitures qui ont de l'éthique, mais vous voyez ce que je veux dire. Sous la pression de Vertex, l'État français transige. Dans le système français, on est censé donner accès à tous les produits un peu innovants sur les maladies les plus rares. Vous ne pouvez pas dire aux gens « Désolé, il y a une innovation, mais on ne peut pas vous la donner parce que c'est trop cher ». C'est impossible à porter politiquement en France. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. C'est contraire à l'esprit du système français. Après des années de négociations, le prix de l'Orkambi est enfin fixé. En 2020, selon nos calculs basés sur les données de l'assurance maladie, il coûte 88 924 € par an et par patient. 4 fois plus que le prix souhaité par la France au début des négociations. 2 ans plus tard, la France doit négocier le prix du Kaftrio, le fameux traitement révolutionnaire contre la mucoviscidose. Vertex, le Kaftrio, ils savent que c'est un traitement miracle, que c'est un traitement qui, parce que c'est une innovation de rupture, va avoir un prix qui va lui être accordé, qui va être très positif. Sûr de son efficacité, Vertex adopte une nouvelle stratégie avec la France pour en obtenir le meilleur prix. Il joue cette fois les gentils. Avant même d'ouvrir les négociations, le laboratoire américain fait preuve d'une grande générosité. Il propose gratuitement le nouveau traitement à 476 patients français, du jamais vu. Parmi les élus, David Fian, le président de l'association Vaincre la mucoviscidose. À l'époque, ses poumons étaient tellement abîmés qu'il attendait d'être greffé. J'ai fait partie de ces patients extrêmement dégradés auxquels le Kaftrio a pu être donné en accès précoce. Les effets ont été complètement à la hauteur de l'espoir fou qu'on a pu y mettre. Et ça a évolué de manière positive aujourd'hui jusqu'à sortie de liste de greffe. Et au final, c'est presque 500 patients qui ont bénéficié en accès précoce ont été, je dirais, indirectement une preuve par A plus B de l'efficacité de ce traitement-là. Selon nos témoins, toute la stratégie de Vertex est là. Je pense que le fait de mettre à disposition gracieusement ce traitement pour ces patients-là, ça a servi les intérêts du laboratoire sur le plan de la négociation. Ils sont en position de force. Vous voyez, j'ai sauvé 476 patients de la greffe pulmonaire. Tout ceci en le finançant moi-même. C'est clair que quand on arrive avec ça comme carte dans la main, on arrive en position de force. C'est comme l'économie de la drogue. La première dose est gratuite et ensuite, vous êtes dépendant. C'est des techniques de hameçonnage qui existent. Et en matière d'accès au marché, vous vous assurez que vous avez un démarrage sur les chapeaux de roue de votre produit et après, autour de la table, vous êtes en position de force pour négocier. En fait, quand on dit quand c'est gratuit, c'est pas le produit. Hein. Mais c'est évidemment que des gens comme David ont été un produit au sens... clairement, ils sont la preuve vivante que ce traitement est efficace, sauve des vies, évite des greffes. Je veux dire, chapeau Vertex, et tant mieux, ils ont cet atout dans leur besace pour discuter du prix. La stratégie du laboratoire semble fonctionner, y compris auprès de leur ancien opposant, Olivier Véran. Moi, ce que je fais à ce moment-là, comme je suis ministre, cette fois-ci, je dis à mon administration, vous faites comme vous voulez, mais on y va, quoi. On y va. Et donc, on a mis une pression constante au comité, au CEPS, pour que ça avance vite. Mettre la pression au CEPS, c'est expliquer que c'est un dossier qui est prioritaire, qui ne peut pas attendre, et que ça n'attendra pas. Quand vous êtes ministre, vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez aller voir une administration en disant ça, vous le mettez en haut de la pile. Vous voyez ?
classe et on y va. Un ministre de la Santé qui met la pression aux négociateurs du CEPS, c'est très efficace. Dans les données de l'assurance maladie, on peut voir que Vertex obtient un prix de 98 660 € par an et par patient. Mais ce n'est pas tout. En plus du Kaftrio, les patients doivent prendre un autre médicament, produit lui aussi par Vertex, et qui coûte 63 796 €. Le prix du traitement complet, d'après les chiffres de l'assurance maladie, s'élève à 162 456 € par an et par patient. Aujourd'hui, la majorité des malades français atteints de mucoviscidose prennent ce traitement. Mais rassurez-vous, la France paie en réalité beaucoup moins cher. Dans le monde des traitements innovants, il ne faut jamais se fier à ce prix affiché. Quand vous avez des négociations de prix, vous avez un prix facial qui peut être affiché, qui permet au laboratoire d'aller dans d'autres pays pour dire « vous avez vu combien on paye mon médicament en France ». Et je le sais parce que pour le traitement par Kaftrio, c'est comme ça qu'on s'en est sorti, en fait. C'est-à-dire qu'on affiche un prix facial qui donne satisfaction au laboratoire, mais en fait, on a tout un tas de dispositifs de rétrocession, de ristourne, etc., qui fait que le prix réel n'est pas celui-là. Alors attendez, monsieur le ministre, arrêtons-nous un instant. Il faut qu'on explique un peu cette histoire de ristourne. Lorsqu'un laboratoire commercialise un médicament, il négocie le prix avec chaque État. Prenons un exemple. Ce laboratoire souhaite vendre à la France un médicament contre le cancer. Il obtient un prix, disons, de 100 €. Ça, c'est le prix officiel, dit catalogue. Autrement dit, le prix public. Mais la France, elle, va réussir à négocier ce tarif à la baisse, en fonction du nombre de médicaments commandés. Plus un pays a de patients, plus il peut bénéficier d'un prix intéressant. La France obtient par exemple une ristourne de 30%. Le prix tombe alors à 70 €. Mais, chut, ce prix avec remise, l'assurance maladie s'engage à ne jamais le dévoiler. C'est le vrai prix payé. Il est strictement confidentiel. Motus et bouche cousue. Grâce à cette stratégie, les pays voisins n'ont aucune idée du prix payé par la France. Et le laboratoire peut mener ses négociations avec chacun sur la base des prix officiels, donc des prix les plus hauts. Ça veut dire qu'on ne saura jamais ce que la France paye vraiment au laboratoire Vertex? Mais si! On a fini par trouver. Avec l'aide de notre confrère du média Investigative Europe, Maxence Peigné. Bonjour Maxence Peigné. Bonjour. Il nous détaille comment il a pu percer à jour ce mystère des vrais prix payés à Vertex. Alors c'est très difficile de découvrir les vrais prix. Et on le voit, les données publiques reflètent un prix complètement fictif, c'est le prix catalogue. Mais jusqu'à l'an dernier, Vertex avait une particularité. Pour Vertex, on a de la chance. On sait qu'en fait, Vertex ne vend que des médicaments pour traiter la mucoviscidose. Il nous suffit donc de trouver le chiffre d'affaires de sa filiale française pour découvrir combien les patients français leur rapportent en moyenne. Donc en fait, voilà, c'est le vrai chiffre, quoi. Il n'y a pas d'autre possibilité, en fait. En 2022, Vertex déclare ainsi toucher 309 219 039 € de la part de la France pour l'ensemble de ses traitements, sachant que le Kaftrio est le plus vendu. C'est vraiment l'argent que reçoit Vertex, en incluant toutes les remises. Nous divisons ce montant par le nombre de patients traités en France, pour savoir combien rapporte un malade de la mucoviscidose au laboratoire américain. D'après le registre des patients européens, 4 355 personnes prennent un médicament Vertex en 2022 en France. Soit un prix moyen encaissé par Vertex pour chaque patient français de 71 000 €. C'est la moitié du montant moyen annoncé officiellement par l'assurance maladie pour les traitements Vertex. Du coup, c'est quoi l'intérêt en fait d'avoir un prix catalogue et un prix réel? L'intérêt, c'est que ils peuvent arriver dans les négociations avec une posture très forte, puisque en fait, du moment où les pays ne savent pas combien payent leurs voisins, ils ne peuvent pas essayer de négocier un prix semblable ou ils ne peuvent pas essayer de négocier un prix moins élevé. Et ça permet au laboratoire
de diviser pour mieux régner et puis d'établir des prix élevés, puisque quand on ne sait pas ce que paye son voisin, on ne peut pas dire « je veux payer moins cher ». Cette méthode de prix caché est en effet très efficace pour aller négocier d'un pays à l'autre. Vérifions ensemble, en voyageant à la découverte de l'Europe à la sauce Vertex. Alors ça, c'est le tableau qu'on a réalisé basé sur les découvertes qu'on a pu faire. Alors en Italie, 81 000. Et là, on voit par exemple que la Pologne, la moyenne annuelle, c'est 109 000 euros par an et par patient. Donc c'est beaucoup plus élevé que la France. Les prix grimpent encore plus en République tchèque. 140 000 euros par patient et par an. À Chypre, qui ne compte que 11 patients, Vertex facture pour chacun d'eux 200 000 euros par an. Des traitements identiques, mais à des prix qui varient du simple au triple à travers l'Europe. Vertex n'a jamais souhaité nous expliquer précisément les différences de prix accordées aux États. Mais une chose est sûre, malgré ces remises, le laboratoire reste très bénéficiaire. Pour quantifier les profits de Vertex sur les traitements contre la mucoviscidose, nous partons de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Canada. Aida Nollis est professeure à l'Université de Calgary. Spécialiste de l'économie des médicaments innovants, il scrute les comptes du laboratoire Vertex depuis plusieurs années. Et il a réussi un exploit. Estimer le coût de production moyen des traitements Vertex en incluant le montant de la recherche et du développement. Les laboratoires font tout pour garder leurs coûts de production confidentiels. C'est confidentiel pour le business, pour avoir le plus grand pouvoir de négociation possible vis-à-vis des payeurs. Les laboratoires refusent en effet de divulguer ce coût de production aux États avec qui ils négocient. Alors l'estimation de cet économiste, on peut dire qu'elle vaut de l'or. Si l'on additionne tout, les coûts de recherche et développement par patient et par an, le coût des ventes, les frais généraux et administratifs par patient, on arrive à environ 54 000 $, soit l'équivalent de 50 000 euros par patient et par an. Voilà, ça c'est leur coût de production. Et je pense que c'est une estimation juste, voire généreuse. Ça paraît beaucoup, oui. Mais malgré un coût de production élevé, et malgré les fameuses remises confidentielles qu'ils accordent pays par pays, les marges de Vertex restent très élevées. Vous allez voir. En France, ils vendent leurs médicaments 71 000 euros, avec un coût de production de 50 000 euros. Cela signifie qu'ils se font une marge de 21 000 euros par an et par patient. Soit un peu plus de 91 millions d'euros de bénéfices annuels pour 2022, rien que pour la France. Dans les autres pays d'Europe, la marge par patient est encore plus importante. 90 000 euros en République tchèque, jusqu'à 150 000 pour Chypre. Donc, malgré toutes ces remises sur le prix officiel, il reste bénéficiaire. Ah oui, il reste largement bénéficiaire. À tel point que le taux de marge de Vertex est de 36%. Depuis la mise sur le marché du Kaftrio en 2019, ils sont passés de la 8e à la 3e place dans le top 10 des laboratoires les plus bénéficiaires au monde. Et cela est lié au fait que Vertex a un monopole sur tous les médicaments contre la mucoviscidose. Quand un médicament est sous brevet, le laboratoire a en moyenne 12 ans avant l'arrivée de médicaments génériques sur le marché. Pendant ces 12 ans, Vertex peut et doit impérativement maximiser ses profits. Des profits maximisés grâce à des prix très élevés et surtout cachés, deux conditions essentielles pour Vertex. Et lorsqu'un pays refuse de s'y plier, le laboratoire n'aime pas ça du tout. Quand on vous dit Afrique du Sud, vous pensez surf, savane et Nelson Mandela, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne saviez peut-être pas jusqu'à ce soir, c'est que l'Afrique du Sud, c'est le pays de la transparence du prix des médicaments. Ici, pas de remise confidentielle.
le prix affiché, c'est le prix payé. Autant dire que pour Vertex, c'est une terre hostile. Alors, pendant des années, le laboratoire a choisi de ne pas commercialiser le Kaftrio en Afrique du Sud. Mais c'était sans compter sur la ténacité de cette patiente. Difficile de croire que Cherinel est atteinte de mucoviscidose. Cette foulée de championne, elle la doit bien au traitement qu'elle prend depuis 1 an. Mais pour cela, elle doit se le procurer par ses propres moyens à l'étranger. Ça, c'est mon traitement. C'est vraiment un grand moment pour moi à chaque fois que je le prends. La première fois que je l'ai pris, c'était tout simplement fou. Et voilà, c'est un miracle. Mon premier comprimé, je l'ai avalé avec du champagne. La première fois qu'elle entend parler du Kaftrio, c'était en 2020. Tout a commencé quand j'ai vu une vidéo de cette femme qui était en Angleterre, je crois. Elle avait posté une vidéo expliquant comment le médicament avait changé sa vie. Voilà l'effet que ça doit faire de courir sans avoir la mucoviscidose. Je ne mesurais pas à quel point c'était dur pour moi avant de prendre ce traitement. Et là, je me suis dit, mais il faut qu'on ait accès à ce médicament. Et à la base, je ne pensais pas devoir me battre. Au début, je me suis tout simplement dit, organisons une rencontre avec la PDG de Vertex. Cherinel contacte le laboratoire pour lui demander de fournir l'Afrique du Sud, mais Vertex ne donne pas suite. Déterminée à mener le combat pour que les 600 malades sud-africains aient accès au traitement, elle attaque le laboratoire pour abus de brevet et violation des droits humains. Nous avons débuté la procédure en février 2023. On les a poursuivis pour abus de brevet et ils enfreindraient aussi, selon la constitution sud-africaine, le droit à la vie et le droit à des soins de santé. Voilà les éléments dont nous les accusons. J'espérais vraiment que notre action pourrait avoir un impact. Pour peser plus lourd face au laboratoire, elle lance un appel sur les réseaux sociaux aux autres malades de son pays. J'attaque le laboratoire Vertex en justice. J'aimerais que vous me rejoigniez comme des co-plaignants dans cette affaire. Comme ça, si je gagne, nous gagnerons tous. Je ne lâcherai rien, jusqu'à ce que tous les patients sud-africains atteints de mucoviscidose puissent avoir accès à ce médicament. 200 malades sud-africains se joignent à elle. L'histoire de cette plainte contre le géant américain fait le tour du monde. La presse nationale anglaise, mais aussi américaine, s'en empare. Face à la pression médiatique, Vertex semble plier. 15 jours après la parution de ces articles, le laboratoire annonce la mise à disposition du Kaftrio en Afrique du Sud. C'était un matin à 8 h. Ma médecin me téléphone et me demande « Chérie, êtes-vous disponible ?» Et puis elle dit « Écoutez, Vertex a accepté de rendre ce médicament disponible. » Je me souviens que j'ai éclaté en sanglots. Je pleurais. Je me disais « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» La joie de Cherinel est de courte durée. Un peu plus tard, quand j'ai regardé l'accord en détail, je me suis rendu compte que ce n'était pas si génial que ça. Car Vertex utilise en réalité un moyen détourné pour vendre son traitement. Il refuse de passer par les négociations avec l'État, qui le contraindrait à rendre son prix transparent aux yeux du monde entier. Cet accord, ils ne l'ont pas du tout passé avec notre gouvernement, mais avec une mutuelle privée. Le traitement n'est donc pas disponible pour tout le monde. Seul un petit nombre de personnes y ont accès et pas à un prix raisonnable. Pour accéder au traitement de Vertex, les patients sud-africains, comme Cherinel, doivent en effet impérativement souscrire à une des mutuelles privées du pays. La principale, Discovery, coûte 440 € par mois, l'équivalent du SMIC en Afrique du Sud. Mais à combien Vertex vend-il réellement le traitement, ici? Nous nous sommes procuré un courrier de Discovery envoyé à chaque malade qui souhaite avoir accès au traitement. La mutuelle indique financer le médicament à hauteur de 20 000 €.
est-ce vraiment le prix? Nous appelons Discovery. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe clinique m'a fait savoir que nous devions malheureusement passer par Vertex pour toute discussion, demande de médias ou communication publique sur cet accord. C'est lié à notre entente avec Vertex. Nous avons signé un certain nombre de clauses de confidentialité et nous ne sommes pas autorisés à discuter de ça avec qui que ce soit. Nous ne connaîtrons jamais le vrai prix auquel Vertex vend son traitement en Afrique du Sud. Grâce à cet accord avec les mutuelles privées, Vertex parvient à le masquer. Les malades, eux, ont dû abandonner leur action en justice pour abus de brevet, puisque le traitement de Vertex est désormais disponible, même s'il ne l'est que pour quelques-uns. Car sur les 600 patients sud-africains atteints de mucoviscidose, seul un tiers peut se payer une mutuelle. Nika, 12 ans, fait partie des laissés pour compte. Ne vous fiez pas à ces images joyeuses de jeux d'enfants. Pour elle, le trampoline est un exercice respiratoire. Un moyen de décoller le mucus qui encombre ses poumons, pour pouvoir ensuite l'expectorer. Nika est élevée par sa mère, Einchen, employée dans une crèche. Plusieurs fois par semaine, elle doit équiper sa fille d'une machine à oxygène pour l'aider à mieux respirer. Avec moins de 800 € de salaire mensuel et de nombreux frais à assumer seule, Einchen n'a pas les moyens de financer ses mutuelles. Je fais partie de la classe moyenne inférieure. J'élève mon enfant seule, sans aucune aide financière. Et je n'ai pas les moyens de payer une mutuelle. Nika ne reçoit qu'un traitement basique, des exercices quotidiens et des antibiotiques. J'aimerais que ma fille ait une vie normale. Si seulement je pouvais l'entendre courir sans tousser. Ou sans reprendre son souffle. Ou sans devoir s'arrêter. J'adorerais l'entendre rire sans tousser. J'aimerais la voir prendre du poids. Je voudrais surtout qu'elle soit heureuse. Désolée. Désolée. En Afrique du Sud, l'âge moyen de décès d'un patient atteint de mucoviscidose est de moins de 30 ans. À bout, la mère de Nika s'adresse à Vertex. Laissez-moi poser une question aux personnes qui ont créé ce traitement. Ok, vous l'avez inventé, mais vous avez un enfant atteint de mucoviscidose, vous? Est-ce que vous vivez aux côtés d'un enfant qui a la mucoviscidose? Quand, au milieu de la nuit, vous l'entendez tousser et que vous savez que si elle n'expectore pas maintenant, elle peut s'étouffer. Ou pire, vous ne savez pas tout ce que je dois faire en tant que parent. Chaque jour. Pour maintenir mon enfant en bonne santé. Alors ce traitement, c'est comme une rançon que je ne peux pas payer. Oui, c'est ça. C'est une rançon que je ne peux pas payer. Alors dites-moi quoi faire maintenant. Je vous demande d'être humain. Pour ma fille. C'est tout. Comment elle disait déjà, Chirinelle, pas si géniaux que ça, les détails de l'accord. À notre retour en France, nous pensions avoir fait le tour des méthodes de Vertex. Mais nous avons reçu une dernière information. Le laboratoire aurait proposé à Chirinelle de lui offrir le traitement en échange de l'abandon des poursuites judiciaires. Nous tentons d'obtenir confirmation auprès d'elle. D'après nos informations, Vertex a proposé de vous offrir le traitement à vie afin que vous abandonniez les poursuites contre eux. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information?
Julie, malheureusement, je ne peux pas faire de commentaires sur ce sujet. Je suis vraiment désolée. Mais l'information est correcte? Honnêtement, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok. Si la proposition a eu lieu, Cherinel l'a en tout cas refusée, puisqu'elle a lancé l'action de groupe. Pourquoi, au nom du secret du prix, le laboratoire ne donne-t-il pas accès au traitement à tous les patients? Pourquoi pratiquer de telles différences de tarifs d'un pays à l'autre, alors que sa marge nette est déjà si élevée? Nous aurions aimé poser toutes ces questions à Vertex lors d'un entretien. Le laboratoire a refusé, mais nous a répondu ceci par écrit. Nous prenons en compte, lors des négociations avec les autorités de santé locales, l'impact global sur le budget du pays, sur le système de santé et l'épidémiologie de la mucoviscidose. Nous vous proposons de consulter notre rapport d'activité annuel et notre site internet qui fournissent des informations supplémentaires. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, une dernière fois. Cela nous permet de conclure que la PDG de Vertex, Reshma Kewalramani, a gagné depuis le lancement du Kaftrio 78 millions d'euros en vendant une partie de ses actions. Pas mal. De quoi financer le Kaftrio de tous les patients sud-africains pendant 3 ans.